Attends, j'attends que tu me donnes le tour. C'est bon, il est 19 heures. Je pense qu'il y a déjà une auditoire assez suffisante. Je pense que à vous, vraiment, à vous, éponge placée, donc on y va. Merci beaucoup. Bienvenue à tous pour le webinaire mensuel de l'Académie des sciences pour les jeunes de la RDC. Je vais commencer par faire une présentation de l'ASJ et je vais pour cela utiliser, montrer quelle est la vision, la mission, les actions et les projets de l'ASJ RDC et tels que vus par l'équipe et particulièrement par le prof Kanga qui est le conseiller scientifique. Le but de de l'ASJ, c'est de promouvoir la science en RDC. Et cela a comme implication euh, d'être, donc il a pour but d'arriver à faire que les jeunes Congolais puissent avoir des carrières de choix, mais aussi l'ASJ veut être un moteur de développement pour la RDC. Et sa mission est également de promouvoir les jeunes scientifiques. Ici, nous avons une illustration de la visite justement du noyau de l'ASJ avec le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo. Voilà, nous avons la présidente, notre ancien président, le professeur Kanga, le professeur Mouindo, qui sont des membres qu'on ne peut, qu'on ne peut plus présenter de l'ASJ. Donc voilà, ici, nous avons des séminaires que nous faisons mensuellement et j'ai le plaisir de pouvoir assurer la modération de celui-ci. Professeurs, ah, professeurs, les docteurs, voilà, les élèves. Donc ici, vous voyez que vraiment, le but ici, c'est de promouvoir la science par la sensibilisation des élèves écoliers, que ce soit donc voilà, et aussi par l'identification de ceux qui sont excellents. Et c'est cela qu'on cible pour être membre de la SG. Alors, en 5 ans, nous sommes, nous sommes passés de moins de 20 à plus de 40, ce qui est en soi, en particulier dans le contexte du Congo, quelque chose de particulier. Donc voilà, et aussi dans le volet promotion des jeunes scientifiques, donc comme je l'ai dit, nous voulons reconnaître l'excellence, l'idée afin justement de pouvoir identifier ceux qui deviendront membres de l'ASJ et aussi mettre en lumière des chercheurs émergents, mais aussi pour pouvoir soutenir les jeunes et avoir une masse critique de scientifiques. Et pour ça, l'ASJ propose une assistance éditoriale gratuite. Elle offre aussi un cadre pour le développement. Elle a aussi pour mission d'inspirer, de former, de transformer la jeunesse et de renforcer les capacités au travers d'ateliers et de séminaires tels que celui-ci. Voilà, vous avez ici, nous avions fait une campagne pour une assistante éditoriale gratuite auprès des jeunes scientifiques. Alors voici, vous pouvez voir ici les contacts de l'ASJ, que ce soit sur X, que ce soit par email ou le site, donc voilà aussi le contact via Facebook. Et maintenant, j'ai le grand honneur de vous présenter une personnalité imminente du domaine de la recherche en République démocratique du Congo. Et j'ai le plaisir de pouvoir dire aussi que cette personne est un ami pour moi.
C'est le professeur docteur Placide Mbala, qui est à l'Institut national de recherche biomédicale, mais qui est aussi professeur à l'université de Kinshasa. À l'INRB, il est chef du département d'épidémiologie et de santé globale et il est aussi directeur du centre de recherche clinique de l'INRB. Et son domaine d'expertise, ses domaines d'expertise sont la virologie, l'épidémiologie des maladies émergentes et réémergentes, la réponse aux épidémies et également la santé mondiale. Le professeur Mbala est un virologue et un épidémiologiste de renommée mondiale, tel que je l'ai dit, euh, et il supervise des diagnostics. euh, il est aussi dans la recherche et la réponse aux épidémies telles que Ebola, Covid-19, Mpox et beaucoup d'autres zoonoses. Et il a dans ce domaine plus de 16 ans d'expérience. Notamment, il a joué un rôle central dans la riposte contre les flambées de virus en Ebola en RDC, à Beni, à Butembo, à Mbandaka, ceci avec la collaboration de certaines organisations internationales telles que l'Organisation mondiale de la santé, le CDC et beaucoup d'autres partenaires internationaux et également nationaux. Il est membre actif de plusieurs réseaux de surveillance des pathogènes et il travaille activement au renforcement des capacités de séquençage génomique en Afrique subsaharienne, à tel point qu'on ne peut pas parler séquençage génomique en Afrique subsaharienne sans que son nom ne soit listé, au point qu'on ne peut pas parler d'Ebola, de Covid ou même de Mpox sans que son nom ne soit cité. Par rapport à, pour ce qui est de ses contributions clés, il fait partie de l'équipe pionnière qui a confirmé les premiers cas de Covid-19 en RDC. Il a aussi supervisé l'implémentation de plateformes de diagnostic rapide, que ce soit pour Ebola, pour SARS-CoV au niveau des provinces. Et vous pouvez vous imaginer à quel point c'est fastidieux avec la RDC qui a plus de 2 millions de kilomètres carrés. Il a contribué à la formation de dizaines de virologues, si pas de centaines, à l'usage de technologies de séquençage de nouvelle génération. Et également, il a découvert le clade 1B de Mpox, et ça, c'était quelque chose de primordial. Il est aussi co-auteur, vous pouvez bien l'imaginer, de plusieurs scientifiques dans des revues de renommée telles que le Lancet, le New England Journal of Medicine, Nature Medicine et beaucoup, beaucoup d'autres. Et il figure également dans le classement Forbes 2025 des 100 personnes les plus influentes au monde, toutes catégories confondues. Et ça, grâce à la reconnaissance dans son leadership scientifique en santé mondiale. Professeur Placide, j'ai hâte de suivre votre présentation. Vous avez 30 minutes et ensuite s'en suivront les questions. Je vous laisse la parole. Merci, professeur Vivi. Merci, cher ami. Bon, c'est dans le classement Time, pas dans le classement Forbes. Voilà, et juste mentionner que c'est aussi un travail d'équipe. C'est vraiment grâce aux encouragements des uns et des autres et surtout avoir eu la chance d'être entouré des bonnes personnes. Et c'est aussi, si je peux dire, grâce à ça qu'on peut arriver à ce genre de résultat. Donc, en tout cas, merci à tous. J'ai la chance d'avoir Tania, Dave dans mon équipe aussi, donc ça fait un plus, quoi. Alors, très rapidement, je vais commencer par partager mon écran. Alors, j'espère que vous pouvez voir ma présentation. Je la Oui, mets en parfait. diapo. On met juste en... Oui. Oui, c'est Ok, je dois bouger ici. Je suis en mesure de voir. Ouais. Ok. Donc voilà,
Désolé, les slides sont en anglais. Bon, français, anglais, parce que c'est une présentation aussi que je viens de faire encore ce matin. J'avais une présentation avant-hier. Donc, c'est des slides que j'ai essayé de mettre ensemble. Il y a certains qui sont en anglais, en français. Mais je vais parler en français. Et s'il y a des questions, en tout cas, n'hésitez pas. Ça me fera plaisir de pouvoir éclaircir s'il y a certains points qui semblent être un peu difficiles à comprendre. Alors, voilà, je vais parler un peu du Mpox. Je me posais la question, quel est le titre qu'il fallait prendre? Il y avait bon, beaucoup d'éléments à dire sur l'Mpox, mais je me suis dit, bon, prenons les leçons apprises. Alors, je parlerai du Mpox tel qu'on l'a connu auparavant, c'est-à-dire une maladie zoonotique avec très peu de transmission secondaire. Et de l'autre côté, le Mpox comme une maladie, c'est vrai zoonotique, mais où on voit de plus en plus de transmissions secondaires. Je ferai un update sur la situation du Mpox en Afrique jusqu'au 22 mai. Et puis, je donnerai quelques éléments sur les vaccins et puis le traitement spécifique du Mpox. Alors, très rapidement, comme vous pouvez le voir, il y a deux, si je peux dire, périodes. Il y a une période qui va de la, si je peux dire, la première identification, l'identification du virus, le premier cas humain, et jusque pratiquement 2016. Et la deuxième période commence de pratiquement 2017-2018 jusqu'à présent. Et là, nous allons voir ensemble la première période, en fait, qui est caractérisée par cette première identification du virus, un virus qui ressemble à la variole, mais qui n'est pas la variole. Et c'était dans une animalerie au Danemark. Et on retrouve, il y a une épidémie chez des singes dans une animalerie. Et on retrouve, on a pu, il y a Breben qui a pu isoler ce virus. Et il fallait attendre plusieurs années après pour voir le premier cas humain à Bassan-Koussou en RDC en 1970. Et ceci est arrivé au moment où les équipes OMS et les équipes internationales étaient en train de travailler pour pouvoir éradiquer la variole. Et à Bassan-Koussou, il y avait déjà à peu près quelques mois où il n'y avait plus de cas de variole. Et là, on se rend compte qu'il y a des enfants qui développent des lésions sur le corps et ce sont des lésions qui cliniquement sont similaires à la variole. Et là, on se dit, comment se fait-il, les enfants, pratiquement toutes ces personnes sont vaccinées, comment se fait-il qu'il y ait encore des cas de variole qui apparaissent? Peut-être qu'on a pu rater, qu'ils ont pu rater quelques personnes, qu'ils n'ont pas pu vacciner tout le monde, etc. Mais en faisant des prélèvements, les prélèvements ont été envoyés au laboratoire de l'OMS et le laboratoire de l'OMS a confirmé que c'était le monkeypox à cette époque-là, comme on l'appelait, donc le mpox, et qui est le virus qui a été découvert en 58. Et donc là, les scientifiques se sont dit, bon, le mpox est différent quand même de la variole, même virus, de même famille, même genre, avec une clinique similaire. Ben, qu'est-ce que ça représente en termes de danger ou d'impact sur le programme d'éradication de la variole que nous sommes en train de faire? Alors, ils ont commencé, les scientifiques ont commencé à s'intéresser vraiment sur l'mpox et donc à récolter les informations sur l'mpox. Et là, on a vu que il y avait des cas en Afrique centrale, en RDC et dans certains pays de l'Afrique de l'Ouest aussi. Et comme vous pouvez voir sur cette image, et la plupart de ces cas étaient rapportés en RDC. Et en RDC, la plupart des cas étaient dans les régions forestières. Et en regardant, en observant la plupart de ces cas qu'il y avait en RDC, les scientifiques ont pu décrire les premiers cas de l'impact. Comme vous pouvez le voir, les cas que nous voyons aujourd'hui, la forme des lésions que nous voyons aujourd'hui ont déjà été décrites depuis 70-79
Et comme vous pouvez le voir, par exemple, cette image, c'est vraiment l'image, si je peux dire, typique de Mpox, avec des lésions beaucoup plus au niveau des extrémités et des lésions qui prennent également avec des adénopathies au niveau de la région cervicale et inguinale dans la majorité de cas, et des lésions qui prennent beaucoup plus les extrémités et qui peuvent également prendre les plantes des pieds et les paumes des mains. Et vous avez des lésions qui laissent des cicatrices vraiment indélébiles. Et chez certaines personnes, ces cicatrices peuvent même donner lieu à des kéloïdes. Et les complications, comme on le voit aujourd'hui, avec des complications oculaires qui peuvent atteindre un œil ou les deux yeux. Et on peut avoir, par exemple, sur la lèvre supérieure, une crévasse qui est laissée par une lésion. Et chez certaines personnes, on peut avoir même des cicatrices vraiment euh, comment je veux dire, des mauvaises cicatrices qui peuvent apparaître au niveau des lésions lorsque ces lésions guérissent. Et donc là, je voulais aussi, parce que comme on parle beaucoup de la variole et qu'on compare beaucoup les manifestations cliniques de la variole au Mpox, on pouvait le voir ici. Au-dessus, c'est un cas de variole chez un enfant. Et en bas, vous pouvez voir un cas de Mpox et vous pouvez voir comment est-ce que cliniquement ces deux maladies sont similaires. Et en 80, il y a eu éradication de la variole. Et en même temps, la communauté internationale et l'OMS stoppent la vaccination contre la variole. Et donc, il y avait plusieurs laboratoires qui travaillaient sur ce virus, la variole, et il a été décidé que deux laboratoires seulement étaient censés conserver ce virus et que les autres laboratoires devaient normalement détruire ce virus. Et aussi, l'autre question, c'était est-ce qu'effectivement ce virus présentait un problème de santé publique sur le plan mondial, comme l'a été le cas avec la variole. Et donc, le l'OMS a décidé de mettre en place une surveillance active pour pouvoir comprendre l'impact de cette maladie, le Mpox, sur le plan global. Et là, en suivant des cas, on a vu, l'OMS a pu répertorier encore plusieurs cas en RDC, mais aussi dans les autres pays de l'Afrique euh, de l'Ouest. Et bien qu'il y a eu des cas en RDC et en Afrique de l'Ouest, mais l'OMS a vu que la majorité de ces cas étaient des cas de transmission d'animal à homme et qu'il y avait très peu de cas de transmission d'homme à homme. Et ainsi, bah, l'OMS, bon, faute de moyens aussi, et aussi suite à cette observation, l'OMS a décidé que voilà, le Mpox ne représentait pas un problème de santé publique majeur, étant donné qu'il y avait très peu de cas secondaires. Donc, s'il y a très peu de cas secondaires, donc la transmission à un certain moment, même en dehors d'une intervention efficace, la transmission va s'arrêter de soi-même. Et donc là, l'OMS a également, pendant ce temps, permis de pouvoir comprendre. Parce que là, il y avait également d'autres questions qui se posaient pour dire, bon, comment cette maladie qui est cliniquement proche de la variole, maladie, virus de la même famille, du même genre, est-ce que ce virus ne pourrait pas, comment, muter et devenir la variole et entraîner un problème de santé publique majeur? Et là, les premières séquences qui ont été faites ont montré que ces virus, bien que similaires, de même famille, de même genre, mais il y a eu une divergence qui a été faite depuis plusieurs années, et c'est vraiment des virus qui sont des virus d'espèces différentes. Donc, on ne pouvait pas envisager voir le Mpox muter et devenir la variole, et on pouvait voir également que sur cette image, il y a la variole, il y a la vaccine qui est ce virus qui est utilisé, qui a été utilisé comme pour pouvoir fabriquer le vaccin contre la variole et qui est encore utilisé jusqu'à présent pour fabriquer le vaccin qui est utilisé maintenant contre le Mpox. Et donc, après, pendant la période de cette surveillance active, la description des cas cliniques a continué parce qu'il était important de voir s'il y avait des différences entre les cas cliniques décrits, les cas cliniques décrits entre 70 et 79 et les cas cliniques décrits après 80, après l'éradication de la variole. Mais on a vu que ces cas cliniques étaient pratiquement pareils
Mais ce qu'on a également remarqué, c'est que la majorité de ces cas, il y avait très peu, même après 80, il y avait très peu de cas de transmission secondaire. Comme vous pouvez le voir sur cette image, la plupart des cas, c'était des cas de transmission primaire et après, il y a une ou deux générations après la première transmission. Et donc, c'était difficile d'avoir une transmission soutenue d'homme à homme. Le seul cas où il y a eu jusqu'à quatre générations, c'est le cas que vous pouvez voir que j'ai encadré en rouge où on a vu qu'il y avait jusqu'à quatre générations de transmission. Et aussi, ce qui était remarquable, c'est que plus la transmission se faisait en ce moment-là, plus on observait une forme de diminution de la sévérité de la maladie. Et aussi, il y a eu cette grosse épidémie au sang courant entre 96 et 97. Et à partir de ce moment, le prof Niembe a commencé à travailler pour voir s'il y aurait des scientifiques qui pouvaient être intéressés à travailler sur le mpox, mais il y avait très peu d'intérêt. Et nous pensons que cet événement qui est là sur votre écran, c'est-à-dire la première épidémie de mpox aux USA, et aussi parmi l'élément déclencheur qui a vraiment suscité, si je peux dire, l'intérêt des, des chercheurs, des scientifiques du monde entier, et surtout des États-Unis, pour pouvoir s'intéresser à cette maladie. Parce que c'était pour la première fois cette maladie qui était seulement en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, pouvait arriver aux États-Unis. Et là, c'était à partir des rats de Brandley importés de Ghana qui ont infecté d'autres rongeurs dans une animalerie et ensuite ces rongeurs ont infecté leurs propriétaires, ceux qui achetaient ce rongeur. Et ce qui était assez remarquable, c'est que il y a eu à peu près 5 ou 6 États. Il y a eu des personnes infectées dans à peu près 5 ou 6 États des États-Unis, mais la transmission était essentiellement primaire. Il n'y a pas eu de transmission secondaire. Et là, les scientifiques ont voulu comprendre comment se fait-il que, voilà, avec ce virus, la transmission est essentiellement primaire, la maladie est assez bénigne, et alors que lorsqu'on voit les cas qui ont été décrits en RDC, en Afrique centrale essentiellement, spécifiquement en RDC, les cas semblent être sévères et avec des cas de transmission secondaire. Et ainsi, ils ont décidé de faire une étude comparative pour voir les cas en RDC et les cas qui ont été décrits aux États-Unis. Et là, on pouvait voir, par exemple, pour les cas non vaccinés, le taux de létalité était élevé pour les cas en RDC. Les cas dus à la transmission secondaire étaient euh, on avait des cas de transmission secondaire en RDC, mais pas aux USA. Le nombre de lésions, vous voyez que les personnes en RDC avaient tendance à avoir beaucoup plus de lésions que ceux des États-Unis et la sévérité de la maladie était beaucoup plus élevée et ils avaient tendance à être plus hospitalisés, ceux qui étaient infectés par la souche de la RDC. Et pour les cas vaccinés, dans les deux situations, on voyait que la vaccination était un facteur protecteur. Donc, et là, ça c'était sur le plan clinique et sur le plan, je peux dire, génomique, les études qui ont été menées ont montré que les deux souches, la souche qui venait des USA et la souche de l'Afrique centrale, donc essentiellement de la RDC, c'était les deux souches différentes. Et aussi, on pouvait voir qu'il y avait à peu près 5 régions qui étaient assez différentes et qui pouvaient entre autres, expliquer cette différence des virulences que l'on pouvait observer entre ces deux souches. Et aussi, entre 2007 et 2011, nous avons pensé également réaliser d'autres études cliniques. Parce qu'on s'est dit, ben, après l'étude de l'OMS, ben, 20 ans après, il y a pratiquement 30 ans, 20 ans après, il y a d'autres épidémies qui apparaissent. Il y a d'autres épidémies, pratiquement, oui, 30 ans après, il y a d'autres épidémies qui apparaissent. Est-ce que cette maladie, sur le plan clinique, est différente de ce qui a été décrit avant? Mais lorsque nous avons réalisé notre étude à Cole en 2007
et 2011. Nous avons enregistré un suivi plus de 200 patients et on a vu que sur le plan clinique, il n'y avait pas de différence entre ce que nous avons décrit et ce qui avait été décrit par l'OMS entre 80 et 86. Et ce qui est assez intéressant de remarquer ici, c'est que nous avons pris un échantillon d'un cas de Mpox en 2010 que nous avons séquencé et comparé ce génome avec le génome qui avait été décrit en 1979. Et on voit qu'il n'y a eu qu'à peu près 17 bases de différence. Or, on estime, étant donné que c'est un virus à ADN, les mutations sont moindres, mais on estime quand même à peu près à 4 mutations par an. Donc, si on voit 30 ans, donc on pouvait estimer à peu près à 30 fois 4, donc combien à peu près combien 6, donc à peu près 120, donc à peu près 120 mutations. Donc on pouvait estimer à peu près à 120 mutations que l'on pouvait espérer avoir pendant les 30 ans, ou même un peu plus, pendant les 30 ans de différence entre les deux séquences. Donc, en voyant que les changements sur les 17 euh, bases, on pouvait se dire que le virus n'a pratiquement pas changé. Et lorsqu'on regarde un peu de près, là où on a remarqué ces changements, on voit que c'est essentiellement dans les zones qui sont non structurales du virus et parfois sur des régions de répétition terminale. Donc, ce qui fait que, on pouvait se dire que le virus, en 30 ans, n'a pratiquement pas changé, et ce qui pouvait expliquer aussi cette ressemblance vraiment sur le plan clinique. Et l'autre étude que nous avons réalisée avec les collègues de CDC, où on a essayé de faire une phylogéographie des différentes séquences qui étaient disponibles, et on pouvait voir que effectivement, il s'agissait de deux groupes. Il y a un groupe de l'Afrique centrale qu'on appelait le bassin du Congo, la souche du bassin du Congo, et il y a la souche de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'on a également remarqué ici, c'est que quand vous regardez sur la carte sur votre droite en bas, il y a la rivière donc Niger, il y a le Cross River et il y a la rivière ou le fleuve Sanaga. Et donc, ce sont ces rivières naturelles qui ont tendance à également servir de barrière naturelle pour probablement certains réservoirs. Et ce qui fait que on retrouve par exemple certains groupes ou groupe de virus dans une rive de cette rivière et non dans l'autre rive. Par exemple, là, on a pu voir que le fleuve Sanaga est vraiment, si je peux dire, la barrière qui sépare euh, la souche du bassin du Congo et la souche de l'Afrique de l'Ouest. Et la rivière de Sanaga est vraiment au Cameroun. Et lorsque on regarde au Cameroun, on voit que pratiquement, comme vous pouvez le voir ici, c'est le seul pays où on retrouve les deux souches. Et les deux souches sont des parts et d'autres de la rivière ou du fleuve Sanaga. Donc, ce qu'on a pu retenir entre 70 et 2016, c'est que nous avons deux souches du virus, la souche du bassin du Congo, la souche de l'Afrique de l'Ouest, et que le Cameroun, c'est le seul pays où on peut avoir les deux souches, des parts et d'autres du fleuve Sanaga, et que cette maladie était essentiellement une maladie qui se retrouvait dans la région forestière et dans les parties rurales essentiellement des pays qui sont touchés. La plupart des personnes qui étaient touchées, c'était des enfants de moins de 15 ans, pas de différence dans la distribution de sexe. La source zoonotique était beaucoup plus incriminée, très peu de cas de transmission secondaire. La plupart des cas, c'était des personnes non vaccinées auparavant contre la variole et on avait des lésions de manière généralisée, comme vous pouvez le voir sur cette image, et la prévalence ou, pardon, la létalité était beaucoup plus importante pour les cas qu'on retrouvait en Afrique centrale que ceux qu'on retrouvait en Afrique de l'Ouest. Donc, et là, curieusement, après en 2017, on a une grosse épidémie qui apparaît au Nigeria, pratiquement 38 ans après. Cette épidémie commence, c'est vrai,
dans la région rurale. C'est un enfant de 11 ans, mais très rapidement, la propagation s'est faite dans les régions urbaines, chez les adultes, essentiellement de sexe masculin, pas de lien zoonotique établi, et ces adultes ont présenté dans la majorité des cas des ulcères au niveau génital, des infections sexuellement transmissibles et même des cas d'HIV aussi. Et aussi, la propagation se faisait, comme on l'a dit, beaucoup plus en commençant par la région rurale, mais beaucoup plus dans la région urbaine. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, la plupart de ces lésions étaient vraiment localisées au niveau des parties génitales. Et donc, c'est à partir de cette épidémie du Nigeria que très vite les scientifiques, les collègues du Nigeria ont compris que il y a eu des importations vers Singapour, Israël et UK en 2018 et 2019 et en 2021 il y a eu des exportations aux USA et très rapidement c'est ce qui a causé cette grosse épidémie entre 2022 et 2024 qui a poussé l'OMS à déclarer le mpox comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. Et ce qui a été remarquable, c'est qu'en examinant le virus responsable de cette grosse épidémie, on a vu que très rapidement, ce virus à ADN qui était stable pendant 30 ans a muté très rapidement, donc a accumulé pratiquement beaucoup de mutations que prévues, que l'on pouvait prévoir pendant cette courte période. Et aussi, ce qu'on a remarqué, c'est que ce virus qui est le clade 2B qui a entraîné cette grosse épidémie sur le plan mondial, mais il y a les autres clades, notamment le 2A et le 1, qui sont restés de manière prédominante zoonotique. Et comme vous le savez, cette épidémie mondiale est essentiellement parmi les MSM, donc les personnes, les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, et il y avait un pourcentage important d'à peu près plus de 50% de personnes vivant avec le VIH. Et la plupart de ces lésions étaient des lésions localisées au niveau des parties génitales, au niveau oral. Et lorsqu'on compare avec ce on connaissait déjà avant sur l'impoct, vous pouvez voir sur ces images, de l'autre côté, on a vraiment une forme généralisée avec une mortalité élevée, plus avec les enfants qui sont plus infectés, et de l'autre côté, une forme localisée avec une mortalité faible et avec les adultes qui sont le plus touchés et une transmission interhumaine beaucoup plus facile. Et là, pendant que les cas diminuent dans le monde, on voit que les cas en Afrique augmentent essentiellement dans certains pays comme en démocratique République du Congo, en République démocratique du Congo, et, en Ouganda, au Nigeria et même au Burundi. Et c'est ce travail qui nous a permis de pouvoir voir un peu qu'est-ce qui se passe dans ce virus. Et premièrement, comme on sait qu'en République démocratique du Congo, on a une augmentation de cas, c'est essentiellement le clade 1, parce que jusque-là, on n'a pas eu d'importation du clade 2. Alors, on voulait quand même essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ce clade 1. Et en faisant ce travail, mon collègue Eddy a pu montrer qu'il y avait le clade 1 qui circulait en RDC, mais il y avait plusieurs sous-groupes de clade 1A. Et ensuite, nous avons pu, grâce à ce travail, identifier pour la première fois le clade 1B. En fait, il y avait une grosse épidémie à Kamituga, qui est une zone minière dans le sud Kivu. Et pendant cette épidémie, la plupart des personnes infectées étaient des adolescents et des adultes, des jeunes adultes, essentiellement des professionnels de sexe. Et bon, on se disait, c'est une zone minière, il y a beaucoup de contacts avec l'extérieur, donc probablement que c'est une importation de clade 2B. Mais en faisant des analyses génomiques, on voit que les cas se regroupent avec le clade 1, mais en regardant de près, on voit que toutes ces séquences de la partie de Kamituga se regroupent ensemble et forment un groupe ensemble en dehors des séquences qu'on avait déjà de l'autre partie, des autres parties du pays. Et on a vu aussi que ces séquences-là avaient eu des parties qui manquaient, donc une délétion, qui, en fait, faisait cette différence entre ce clade 1B et le clade 1A. C'est comme ça on a décidé de pouvoir appeler ce clade 1B pour dire qu'il fallait, c'est un clade qui faisait partie du clade 1A,
pardon, du clade 1, mais qui était assez différent du clade 1A que nous avions l'habitude de voir. Et c'est que nous avons aussi vu qu'il y avait une accumulation des mutations à Pobek, des mutations qui ont tendance à montrer que le virus semble être mieux adapté à une transmission interhumaine. Et lorsqu'on a pu suivre à quelques cas, environ plus de 400 qui étaient infectés par ce clade 1B, on a pu voir que dans la majorité des cas, c'était des jeunes adultes, des sex workers et puis aussi ceux qui travaillent dans les mines. Et la plupart des lésions étaient vraiment des lésions localisées et surtout dans les parties génitales. Et en comparant les deux cas, on pouvait voir que les mutations à Pobek, ces mutations qui ont tendance à montrer que le virus semble être mieux adapté à une transmission interhumaine, il y avait beaucoup plus de mutations, des mutations à Pobek dans le clade 1B que dans le clade 1A, qui est resté jusqu'à ce moment-là un clade qui était beaucoup plus zoonotique avec moins de transmission interhumaine. Et donc là, vous vous rappellerez que c'est d'ailleurs à cause de l'apparition de ce clade 1B et surtout des infections qui ont été également apportées dans les autres pays frontaliers de la RDC et aussi même en dehors du continent, que le Mpox a été déclaré pour la deuxième fois comme étant une urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS et aussi pour la première fois par Africa CDC comme étant une urgence de santé publique, une urgence de santé publique, une urgence, pardon, de sécurité de sécurité, une urgence de sécurité continentale. Et ainsi, en faisant l'analyse de ces virus dans le pays, on remarque qu'en bleu, c'est le clade 1A et en jaune, le clade 1B. On voit que le clade 1A se localise beaucoup plus dans la partie ouest, ce qui a trait à la partie, si je peux dire, forestière du pays, et le clade 1B, c'est dans la partie est, avec une propagation qui a commencé pratiquement dans le sud Kivu, nord Kivu, et aussi dans les autres parties du pays. Donc, et là, on se retrouve avec à peu près 7 provinces qui rapportent cas de co-circulation de ces deux clades. Et lorsqu'on regarde aussi, on voit qu'il y a eu des cas qui sont partis de la RDC, de l'Afrique centrale, vers les autres pays en dehors du continent. Et lorsqu'on regarde la situation en RDC, on se rend compte qu'en RDC, à Kinshasa, on se rend compte qu'à Kinshasa, euh, on pensait avoir seulement le clade 1B qui a tendance à pouvoir se transmettre très facilement d'homme à homme avec des introductions seulement un peu plus du clade 1A. Mais là, on se rend compte que et le clade 1A et le clade 1B, les deux entraînent des chaînes de transmission assez soutenues. Et aussi, en regardant maintenant de près ces deux séquences, on se rend compte que les deux, même le clade 1A a tendance maintenant à accumuler beaucoup plus de mutations à Pobek, un peu comparable à ce qu'on voit avec le clade 1B. Donc là, on se retrouve avec les deux clades qui apparemment peuvent entraîner des maladies, une épidémie de manière assez soutenue. Et là, c'est grâce aussi à ce travail, juste pour montrer que avant, jusqu'en 2021, il n'y avait qu'à peu près 20, 51 séquences de clade 1. Et grâce à ce travail que nous avons réalisé avec mon équipe, nous avons pu vraiment alimenter le domaine public et nous sommes à plus de 800 séquences de clade 1 qui sont disponibles. Ainsi, ce travail nous a permis de montrer que oui, même si le clade 1 reste encore un virus qui se transmet de manière un peu zoonotique, mais on voit qu'il y a l'apparition ou l'émergence des lignées qui sont très adaptées à une transmission interhumaine. Et là, on se retrouve face à cette épidémie où on a 4 clades dont 3 peuvent entraîner une épidémie de manière soutenue entre les humains et encore jusque-là, un clade de 2A qui, pour le moment, n'a pas encore entraîné de grosses épidémies. Mais on pense que probablement tous ces clades, lorsque les conditions sont réunies, peuvent entraîner des épidémies assez soutenues chez les humains. Ainsi, je vais passer très rapidement à un update sur la situation du Mpox en Afrique. Comme vous le savez, j'ai dit tantôt,
Africa CDC et OMS ont déclaré cette maladie comme étant une urgence de santé publique de portée continentale et aussi internationale. Et sur base des différents éléments, notamment la transmission, d'abord la découverte de ce clade 1B qui a entraîné ces transmissions soutenues entre les humains, la propagation rapide sur le plan géographique, augmentation rapide des cas et il y avait une augmentation également de la mortalité et il y avait une réponse et une préparation globale assez inadéquate pour pouvoir répondre à cette épidémie. Et donc, cette déclaration a été aussi un moyen de pouvoir avoir une coordination internationale pour pouvoir répondre face à cette épidémie. Et aussi, il y a eu d'autres partenaires et d'autres travaux qui ont été réalisés par Africa CDC, OMS et d'autres partenaires pour pouvoir intensifier cette réponse et surtout voir comment intégrer cette réponse dans le programme de surveillance ou le système de surveillance normal que nous avons dans notre pays. Et ici, sur cette image, vous pouvez voir l'évolution des cas ou de la maladie entre janvier 2024 jusqu'à pratiquement avril 2025. Vous pouvez voir le nombre de pays en Afrique est passé de 6 à 24 affectés et le nombre de pays en dehors de l'Afrique qui ont été également affectés, qui ont rapporté de cas. Et en Afrique, il y a 4 pays qui essentiellement rapportent plus de 90% de cas. Il y a Ouganda, RDC, Burundi et Sierra Leone, où actuellement il y a une grosse inflambée de mpox. Et on remarque que Burundi et Sierra Leone, il y a augmentation, il y a vraiment encore de nouveaux cas, pendant qu'en Ouganda, pardon, en RDC, au Nigeria, les cas sont encore au plateau. Et Ouganda, Burundi, on voit une diminution de cas, mais comme j'ai dit tantôt en Sierra Leone, on voit une augmentation importante des cas. Pour ce qui est de la mortalité reste un peu élevée, par exemple, en Zambie, République du Congo, Nigeria, et il reste un peu faible en RDC, Ouganda et en Sierra Leone. Et en Ouganda, on a des cas beaucoup plus, pratiquement dans 50% des cas chez des personnes qui vivent avec le VIH. Et aussi, on peut voir l'évolution du nombre de cas suspects aussi, ou l'évolution du nombre de cas confirmés depuis avant la déclaration de cette urgence de portée internationale et jusqu'à ce jour. Et on voit qu'il y a une persistance de la transmission et pratiquement qui a augmenté de 2 à 3,6 6 fois et avec un nombre élevé de cas suspects et de cas confirmés quand on compare avant la déclaration et après la déclaration de cette urgence. Et on voit qu'en RDC, il y a encore une augmentation des cas à notifier. Donc, on voit qu'il y a une diminution de cas confirmés. C'est aussi lié aux défis que nous avons sur le plan du diagnostic de laboratoire. Et on voit cette couverture de testing qui reste quand même assez faible et c'est ce taux de positivité qui reste faible en RDC. Il y a pratiquement 6 provinces qui rapportent le plus de cas, comme on peut le voir, avec un taux de létalité qui reste élevé essentiellement à l'Équateur et à la Chuapa. Et aussi, on voit que voilà, au Nord Kivu, au Sud Kivu, qui sont vraiment dérangés par ce problème d'insécurité. Mais on voit que de plus en plus, la vie a tendance à revenir à la normale avec une diminution de cas pour ce qui est des rapports que nous avons reçus récemment. Et nous travaillons également avec des équipes locales pour voir comment continuer à déployer les équipes sur terrain et augmenter les capacités de laboratoire et surtout voir comment intensifier également la vaccination. Et pour ce qui est de la Sierra Leone, comme vous pouvez le voir, il y a augmentation de cas, que ce soit pour les cas notifiés, les cas confirmés et même pour les décès. Et c'est le clade 2B importé essentiellement à cause du mouvement intense des touristes. La plupart, ce sont des adultes qui sont infectés et il y a à peu près 2% de femmes enceintes. Et ils ont un taux de testing très élevé avec pratiquement 16 districts touchés dans ce coin touchés
en Sierra Leone. Et vous pouvez voir que d'après les informations qui sont rapportées, il y a beaucoup de cas et les hôpitaux semblent être vraiment débordés. Et pour le moment, la surveillance génomique reste quand même assez faible et le suivi de contact reste encore très faible. Et lorsqu'on regarde en Ouganda, il y a une amélioration de la situation épidémiologique. C'est essentiellement le clade 1B qui sévit. Dans la majorité des cas, ce sont des hommes qui sont infectés et dans plus de 50% des hommes vivant avec le VIH. Et il y a ce programme que l'OMS et Africa CDC ont mis en place pour pouvoir intensifier la surveillance et aussi voir comment intégrer la surveillance intégrer cette riposte dans le programme de surveillance des maladies. Et ce programme vise au fait essentiellement à voir comment améliorer les capacités de nos structures sur le contrôle et la prévention des maladies et voir comment réduire au maximum la contamination des personnels de santé. Et on voit qu'entre novembre 2024 et janvier 2025, il y a eu vraiment une réduction environ de 50% de personnel de santé. Et on voit qu'il y a eu une augmentation du nombre de laboratoires qui testent aujourd'hui, que ce soit en RDC et dans les autres pays sauf le Malawi. Et aussi, on voit certaines réalisations qui ont été faites essentiellement sur le plan de la vaccination, le nombre de personnes vaccinées, le déploiement des vaccins. Et bien que pour le moment, les besoins en termes de vaccins sont encore très importants dans les différents pays touchés. Et là, c'est un tableau qui a essayé de montrer la situation de l'épidémie en février 2025 et la situation de cette épidémie en mai 2025 en prenant en compte les éléments, les critères qui ont poussé l'OMS Africa CDC à déclarer cette maladie comme étant une urgence de santé publique de portée internationale. Ainsi, on voit que sur le plan de la transmission interhumaine, la situation reste encore inchangée. Même, il y a même un peu plus de pays qui sont touchés. Sur le plan de la distribution géographique, il y a d'autres pays en plus qui sont touchés également. Et la sévérité de la maladie reste à peu près pareille. Sur le plan du risque de transmission, sur le plan international, le risque est là, étant donné que la majorité de cas qui se trouve au niveau de la partie est du pays où sévit l'insécurité difficile, reste encore difficile à pouvoir contrôler. Et pour le moment, la réponse reste encore assez... il y a quand même une réponse adéquate, mais qui demande encore une bonne coordination sur le plan international, étant donné que pour le moment, il y a encore des besoins en termes de vaccins dans beaucoup de pays qui sont touchés. Alors, pour ce qui est du vaccin, il y en a trois. Il y a ACAM 2000, LC16 qui sont des vaccins à virus répliquant et il y a le Jynneos, le MVA de Bavaria Nordique qui est un vaccin non répliquant. Et les deux vaccins répliquants, le ACAM 2000 et le LC16 sont des vaccins qui qui peuvent entraîner des effets secondaires, mais le LC16 c'est un peu la version améliorée d'ACAM 2000 avec des effets secondaires qui sont très très moindres. Et le BN, c'est vraiment la version qui permet d'être utilisée, que ce soit pour les immunodéprimés et chez les femmes enceintes. Et il y a d'autres vaccins, notamment des vaccins mRNA, qui sont déjà élaborés et certains ont déjà donné des bons résultats en préclinique. Et nous sommes déjà en collaboration, par exemple, avec BioNTech pour voir comment faire un essai clinique sur un vaccin à mRNA très bientôt en RDC. Et pour ce qui est des traitements, il y a deux traitements prometteurs. Il y avait Tecovirimat, mais pour lesquels les résultats n'étaient pas assez intéressants. Nous avons réalisé une étude en 2020, 2022 et 2024 en RDC où on n'a pas trouvé de bons résultats. Et l'étude STOMP qui a été réalisée aux États-Unis par le NIH n'a pas trouvé de bons résultats non plus. Et là,
Nous conduisons actuellement un essai clinique avec le Brinsvidopovir, qui est une autre molécule qui a été approuvée pour le traitement de la variole, mais et qui également a été approuvée pour chez les animaux pour le traitement du Mpox, que nous sommes en train d'évaluer. Et nous pensons obtenir des résultats très bientôt. Et cette étude est en train d'être réalisée sous notre coordination à Banaka pour le moment. Alors, il y a d'autres médicaments qui sont utilisés dans le cadre d'autres maladies, soit pour contre des cancers ou d'autres maladies virales qui peuvent être, si on dit, reproposés, redirigés pour les utiliser contre la boxe, car certains médicaments ont pu montrer une inhibition, par exemple, de la croissance de la croissance des virus de Mpox dans les cultures cellulaires, par exemple. Et donc là, pour le moment, on ne connaît pas encore très bien le mécanisme de ces médicaments sur le Mpox, mais il est possible que dans les jours, les mois, les semaines, les années à venir, que certains médicaments puissent être proposés comme des candidats pour le traitement du Mpox. Donc, en conclusion, on peut dire que pour le moment, on n'a pas de traitement spécifique, et on a montré dans nos études qu'un traitement symptomatique adéquat pouvait aider à réduire très sensiblement la mortalité face à cette maladie. Cependant, pour certaines complications, comme les complications oculaires, il faut nécessairement l'action d'un antiviral spécifique que nous n'avons pas encore à présent. Et pour ce qui est des vaccins, il y a des vaccins qui sont disponibles, qui peuvent aider à pouvoir prévenir la maladie, mais cependant, il y a des études d'efficacité qui sont en train d'être réalisées et aussi surtout la durabilité de la protection de ce vaccin. Et ce qui est important, c'est aussi de comprendre la dynamique de la transmission de cette maladie et surtout l'impact des autres infections sexuellement transmissibles et surtout qu'on a de plus en plus de cas de transmission sexuelle aussi avec le Mpox. Et aussi, pour le moment, il y a encore beaucoup de zones d'ombre pour ce qui est des réservoirs de virus. Est-ce une espèce, est-ce plusieurs espèces? Quelles sont ces différentes espèces? C'est des questions qui restent encore pendant. Merci en tout cas, et c'est grâce à ces différents travaux et grâce surtout à l'apport de nos différents collègues que nous avons pu avoir ces différentes reconnaissances. Merci. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation qui nous a tous, en tout cas, gardé en haleine. La preuve, dans le chat, je ne vois aucune question encore. Ça prouve à quel point les gens étaient en train de boire vos paroles. J'ai beaucoup aimé le ton qui était très facile à comprendre, mais la qualité de la présentation, ça nous a... Je pense que même un enfant de 10 ans aurait compris ce que vous étiez en train de présenter, alors que le sujet est assez en lui-même complexe et je vous félicite vraiment par rapport à ça. Nous avons encore quelques temps pour les questions. C'est au public que je donne la parole à travers le chat. Oui, professeur Hippolyte. Ah, ok, merci. Merci pour la parole. J'ai vite baissé la main, croyant qu'il fallait seulement poser des questions dans le chat. Mais merci, félicitations à mon ami et frère, professeur Placide Mbala, pour cette brillante présentation. Juste une question, j'ai compris que pendant longtemps, le virus était assez stable avec très peu de mutations. Et puis récemment, il y a eu quand même assez de mutations pour avoir les différents clades. Est-ce qu'on sait quelle est la raison, qu'est-ce qui est arrivé récemment pour que ces mutations surviennent? Et puis, si les mutations continuent à cette vitesse, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir, de l'efficacité des vaccins? Merci. Merci, professeur. On ne sait pas exactement parce qu'on se disait, bon, c'est un virus à ADN. Et d'ailleurs, même lorsqu'on décrivait ces différents virus, on avait toujours l'impression de dire, bon, c'est un virus à ADN, il est beaucoup plus stable. Donc, si on met en place des traitements, on met en place des vaccins, ça va toujours marcher parce que c'est un virus à ADN qui est beaucoup plus stable lorsqu'on compare avec les autres virus, notamment le VIH,
SARS-CoV-2, Ebola et autres. Alors, là, on voit que curieusement, il y a cette grosse épidémie. Et ce qui a été remarquable, c'est surtout ces mutations de type APOBEC. Et comme vous le savez, APOBEC, vraiment, c'est cette enzyme, en fait, qui entraîne des mutations. Donc, c'est vraiment une enzyme qui est, comme je peux dire, qui sert de moyen de défense contre les virus en entraînant en fait une mutation dans les virus. Et cette mutation peut être soit délétère ou même parfois devenir bénéfique pour les virus. Parfois. Et donc, si c'est délétère, le virus ne pourra pas produire ces bonnes protéines et puis le virus pourra à ce moment-là peut-être se détruire facilement. Et si c'est bénéfique, c'est ce qu'on a vu aussi avec le VIH, où on a l'émergence des virus qui deviennent résistants et qui échappent à l'immunité et même aux médicaments qui sont utilisés. Et dans le cas ici, et habituellement, c'est des mutations qui apparaissent lorsque le virus est continuellement en contact avec les cellules hôtes. Et ici, on pense probablement que vu cette proximité ou cette transmission sexuelle qui a été comment rapportée pendant la grosse épidémie 2022-2024, ceci pourrait expliquer le fait que le virus est entré en contact avec les cellules hôtes un peu plus fréquemment jusqu'à entraîner ces mutations qui deviennent de plus en plus fréquentes. Mais ça, c'est encore une hypothèse. Les raisons pour lesquelles on a vraiment ces mutations restent quand même assez floues. Alors, la conséquence, c'est que les mutations peuvent avoir un impact d'abord sur les moyens de diagnostic, surtout pour la différenciation ces clades. Il faut noter que déjà, nous, on a eu du mal pour pouvoir diagnostiquer le clade 1B parce que les réactifs qui ont été élaborés étaient élaborés en fonction des zones de différenciation du clade 1 et du clade 2 parce qu'il était question, au fait, d'être capable de pouvoir très rapidement détecter le clade 2 si jamais il y a eu une importation. Et là, lorsqu'on a eu le clade 1B avec la délétion, on ne pouvait pas détecter ce clade avec les réactifs usuels que nous avions. Donc là, c'est déjà un problème que nous pouvons avoir avec ces mutations de manière répétitive. Deuxièmement, ça dépendra maintenant des vaccins spécifiques qui peuvent être mis en place parce que les vaccins qui sont utilisés, par exemple, qu'on utilise actuellement, LC16 et le Jynneos, ce sont des vaccins qui sont élaborés à partir de la vaccine. Donc, il n'y a ni mpox ni variole dans ces vaccins, mais c'est le virus de la vaccine. Et ce virus, on utilise en fait la partie qui est la plus conservée dans le genre, parce que comme c'est un virus du même genre et de même famille, et la partie conservée dans ce genre-là est pratiquement de plus de 95%. Et donc, on utilise la partie conservée pour pouvoir élaborer ce vaccin. Et ce qui fait que là, les différences entre ces différents virus, que ce soit le mpox, le copox, variole, vaccine, etc., les différences, c'est vraiment sur les 5%, n'est-ce pas? Et donc, ce qui fait que lorsqu'on utilise les 95%, on a beaucoup plus de chances, même lorsqu'il y a des mutations, d'avoir quand même un bon, si je peux dire, pourcentage de protection contre les autres virus de la même famille. Cependant, avec les nouveaux vaccins qui sont élaborés, par exemple, les vaccins vraiment spécifiques, des vaccins à mRNA et autres, si les vaccins ciblent les parties beaucoup plus spécifiques des clades, en ce moment-là, ben, il sera question de pouvoir améliorer ou élaborer de nouveaux vaccins lorsqu'il y aura l'apparition des nouveaux clades. Merci beaucoup, professeur. Je profite déjà pour demander l'indulgence de la communauté des chercheurs qui est présente en ce moment, parce que nous allons probablement déborder un peu. J'ai 3 questions dans le chat que je vais vous poser et auxquelles vous pourrez répondre. J'en ai 4 maintenant. Je les cite, hein, comme ça vous pourrez répondre à votre aise et parfois certaines questions se ressemblent.
Quel a été le facteur clé de la transmission interhumaine de Mpox? Kevin Karoumé. Bonjour, je voulais demander comment faire pour intégrer la structure. Ça, je bascule cela vers la présidente Tania Bichola, avec qui vous pourrez entrer en contact après ce séminaire. Pour les zones où la PCR ne peut être réalisée en urgence pour confirmer le diagnostic, quelles sont les méthodes qui sont mises en place pour faciliter la prise en charge tout en précisant le niveau précaire de nos structures sanitaires, cas du Kasaï central? Et dans le contexte de l'instabilité sécuritaire et des déplacements de population à l'est de la RDC, quelles approches innovantes de surveillance communautaire et de recherche participative sont envisagées pour mieux détecter et contenir les cas de Mpox? Voilà, c'est ce que nous avons jusque-là, professeur. Merci. Pour ce qui est de facteurs clés, euh, on a vu subitement qu'il y a eu cette transmission interhumaine essentiellement sexuelle et surtout chez les MSM. Il y a des études qui sont menées actuellement. Nous avons, bon, je ne vais pas révéler les résultats ici, mais c'est vraiment une étude intéressante où on a l'impression que le virus a tendance à pouvoir se repliquer beaucoup plus rapidement au niveau des cellules muqueuses du pénis et de la région vaginale que sur les cellules, par exemple, cutanées. Donc, c'est vraiment si je peux dire, des résultats préliminaires. Et bientôt, lorsque notre collègue pourra terminer les analyses, on pourra partager cette publication qui sera vraiment intéressante. Et pour ce qui est, bon, comment intégrer, ça c'est la présidente qui pourra en parler. Pour les zones de santé où on ne sait pas faire la PCR, pour le moment, nous sommes en train d'évaluer d'autres moyens de diagnostic, par exemple des point of care et des tests rapides. Nous avons à peu près, je crois, 6 ou 7 tests rapides que nous sommes en train d'évaluer, dont les résultats seront prêts d'ici peu. Et cela nous permettra d'avoir des moyens de diagnostic rapides et qui peuvent être utilisés surtout dans les coins où on ne pourra pas faire les PCR. Alors, pour ce qui est de l'instabilité, les moyens innovants, là, par exemple, avec Odin, qui est coordonné par professeur Henri Maketa et prof Hippolyte, nous faisons également de la surveillance des eaux usées. Et avec cette surveillance, on a pu ensemble montrer que grâce à cette surveillance, on pouvait également détecter le Mpox dans les eaux usées, ce qui nous permet d'avoir aussi une alternative. Si jamais la surveillance clinique chez les humains reste quand même difficile à réaliser. Donc, c'est si je peux dire, un moyen innovant que l'on peut également mettre en place, que nous envisageons même d'étendre pour les autres maladies pour lesquelles nous avons encore un gap important dans le cadre de la surveillance. Je pense que c'est tout. Dans le contexte, Oui. Je pense que j'ai abordé dans le cadre de la stabilité, oui. Donc, c'est ce que j'ai dit. Donc, les approches innovantes, c'est essentiellement ce que nous faisons avec la surveillance des eaux usées, ce qui nous permet de faire une surveillance vraiment, si je peux dire, un peu de la communauté ou de la zone. Et ça nous permet, on a pu, grâce à cette technique, détecter des cas, par exemple, de clade 1A au nord Kivu et au sud Kivu, alors que dans la surveillance humaine, on n'a que jusque-là de clade 1B, par exemple. merci, professeur. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je pense que ça a été juste parfait. Nous avons eu suffisamment. Donc j'ai une toute dernière question, deux d'ailleurs. Une belle présentation, merci. Qu'est-ce qui explique la répartition géographique des clades? À quel pourcentage peut-on aujourd'hui élever la chance de rencontrer le Mpox chez les nouveau-nés? Alors, il y a une première question sur la barrière sur par exemple, pour le fleuve Sanaga. Nous ne savons pas encore, professeur Harry. Euh, euh,
En tout cas, c'est un constat, c'est vraiment une étude observationnelle que nous avons réalisée en 2015 et on a constaté qu'il y avait cette différence. Et même lorsqu'on va au Cameroun, j'ai une présentation d'une collègue du Cameroun. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'au Cameroun, ils ont les deux clades 1 et 2, mais les deux clades, chaque clade se retrouve sur l'une des rives du fleuve Sanaga. Est-ce que c'est dû au fait que le réservoir reste, ne traverse pas, mais les humains, on sait que les humains peuvent traverser, mais cependant, pour le moment, il y a eu un cas, je crois, un, clade 2 qui a été retrouvé rapporté de l'autre côté de la rive du Sanaga au Cameroun. Mais cependant, après investigation, ils ont vu que c'était un cas de l'autre rive qui avait quand même traversé, mais qui n'avait pas entraîné de cas secondaires. Donc, c'est vraiment assez surprenant et je pense que ce sera quand même intéressant de pouvoir creuser davantage. À quel pourcentage pour le nouveau-né? Cela dépend des zones où se trouve le nouveau-né parce qu'il y a des zones qui sont très endémiques où la maladie circule depuis plusieurs années et la probabilité de pouvoir être en contact avec un cas de Mpox peut quand même être élevée. Voilà. Les avancées sur les Je réservoirs, il y en rajoute. a très peu. Il y en a très peu. Il y a des collègues, par exemple, un Méris qui a travaillé sous la supervision du prof Aouka, où ils ont également vu qu'il y avait d'autres rongeurs et d'autres écureuils chez qui on a pu détecter le virus du Mpox. Donc, la question ici, c'est vraiment quelles sont ces espèces-là? Parce que il est vraiment fort probable qu'il y ait plusieurs espèces qui soient incriminées comme réservoirs, mais quelles sont ces espèces-là par rapport aux différents groupes de virus que nous avons vus ici? Voilà. Est-ce que c'est possible de revenir sur les clades 3 et 4? Un mot juste pour la connaissance. Euh, Pensez-vous que d'autres pas de virus comme quoi- herpès simplex Il n'y a pas de classe. interagissent? Je vais couper les réponses à 10, comme Ou- ça on ne va pas aller au-delà de quart ou de 20. Donc, professeur, je continue de lire les questions, hein, Mhm. si vous permettez. Oui, vas-y, s'il te Mm. plaît. Donc, ok, d'accord. Et si possible, de revenir sur les clades 3 et 4, un mot juste pour la connaissance. Pensez-vous que d'autres virus comme l'herpès simplex interagissent avec le Mpox de clade 1b dans la recherche des traitements plus efficaces et spécifiques contre le Mpox? De 1, qu'en est-il du côté de la médecine traditionnelle? Et de 2, y a-t-il des recherches sur les substances naturelles pour lutter contre le Mpox? Alors, pour le clade 3 et 4, en fait, pour le moment, on n'a que le clade 1 et le clade 2. Et c'est dans le clade 1 qu'on a le 1A et le 1B. Et dans le 2, on a le clade 2A et le 2B. Donc, on n'a pas encore le clade 3 et 4. Alors, pour ce qui est d'autres virus, par exemple l'herpès simplex, oui, effectivement, la maladie, si je peux dire, qui porte à plus confusion avec le Mpox, c'est la varicelle, qui est causée par un herpès. Et dans certaines études que nous avons réalisées, on peut avoir des cas de co-infection qui peuvent aller même au-delà de 20%. Et il y a même un cas récemment, on est même en train d'analyser les échantillons où on a des cas qui vont au-delà de 50% de co-infection varicelle et puis Mpox. Alors, on ne sait pas, est-ce que la varicelle favoriserait l'infection Mpox ou est-ce que voilà, il y a un impact de l'un ou de l'autre virus. Jusque-là, on n'a pas encore beaucoup plus d'éclairage par rapport à ça. Traitement sur le plan naturel, euh, pas beaucoup d'éléments sur ça, mais nous savons que dans nos villages, nos populations connaissent cette maladie depuis plusieurs années et souvent ils utilisent des moyens assez naturels pour pouvoir soigner ces lésions qui apparaissent sur la peau. Le seul problème, c'est que nous avons eu beaucoup de cas de surinfection de ces lésions sur la peau et qui ont entraîné à des cas sévères et même de cas de décès. Et on a vu aussi des cas de contamination des guérisseurs
lorsqu'ils appliquaient, en étant en contact avec les lésions des patients infectés, lorsqu'ils appliquaient ces éléments sur la peau. Et il y a eu même des guérisseurs qui sont décédés, qui a, dans certains coins, diminué un peu la confiance que les patients avaient vis-à-vis de certains guérisseurs. Mais cependant, nous pensons qu'il peut y avoir effectivement des produits locaux qui peuvent être expérimentés, mais pour le moment, je n'ai vraiment aucune idée. Merci beaucoup, professeur, pour la présentation et félicitations encore à l'ASJ. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut que je rajoute et ça, j'aurais dû le marquer. Le professeur Placide est un membre de l'ASJ aussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous voyez que nous avons vraiment la crème de la crème et vous êtes invités. Je félicite encore la présidente de l'ASJ et tous les autres membres. Et vraiment, professeur, j'ai été comblée et je pense que je n'étais pas la seule. Merci beaucoup. Je donne la parole à la présidente. En tout cas, moi, je n'ai rien à ajouter. C'est juste vous remercier, professeur Vivi, pour la modération, professeur Placide, vraiment. Prof Vivi a tout dit. Nous avons été vus, nous avons été enseignés encore une fois de plus. Et merci à notre public qui est toujours là à apprendre et à interagir. Vraiment, c'est ça l'objectif de l'ASJ. C'est vraiment de faire de la science au service de la société. Et donc, je vous donne rendez-vous le mois prochain, cher public. Nous avons encore une série de webinaires. Cette fois-ci, nous allons parler des inondations. Vous avez vu les inondations à Kinshasa. Nous avons des experts à l'ASJ qui vont nous parler de ce problème de changement climatique. Donc, on va commencer avec le prof Freddy Bangelessa et ensuite le prof Dev. Donc, ne manquez pas, continuez à nous suivre sur Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook pour rester connectés. Et pour tous ceux qui ont demandé comment faire partie de notre structure, bien sûr, sur nos réseaux sociaux, nous allons vous dire quand est-ce que nous allons faire notre appel à nomination et vous allez envoyer vos candidatures et vous serez informés sur le processus. En tout cas, bonne soirée à tout le monde et voilà. Merci beaucoup, prof Placide. Merci, prof Vivi. Et à très bientôt. Bye bye. Bye bye, merci beaucoup. Bye. On n'a pas pris la photo. Merci. Eh, pardon, la photo, Mais oui, pardon, on n'a la pas pris la photo. photo. Pardon, Mais ouais, pardon, tu j'ai vois. oublié. J'ai oublié, revenez, revenez. Qui prend la photo aujourd'hui? Pardon, il faut revenir. Qui prend la photo aujourd'hui? Qui nous aide? C'est le prof Hippo? Donc, il faut allumer les caméras. Hein. Non, non, moi, je ne sais pas trop comment ça marche à partir du téléphone. Je veux voir. Prof Jean-Pierre, vous pouvez prendre? J'utilise aussi un téléphone. Ouais. C'est ouais. Prof Takenga, Peut-être mieux un ordinateur. C'est possible de faire un screenshot seulement. Hein. Ok, je vais essayer de faire un screenshot. Mais je vois pas tout le monde. Oui. Hein. 1, 2, 3, go. One. Il y a combien de... Oh, je prends maintenant 1, 2, 3, go. C'est ça que je suis en train de prendre. Hein? 1, 2, 3. Ok, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. et bon week-end. Bye bye. Merci encore, Merci, professeur bye. Placide. Bye. Merci, Bye bye. merci. Bye. Bye bye. Bye.